temps, je vais présenter le collectif, puisque c'est lui qui organise cette conférence. Alors, le collectif, il a 1 an d'existence. Il est né le 1er novembre 2023, juste après les attaques. Et on s'est dit qu'il fallait avoir une réponse par rapport au génocide qui commençait à Gaza. Donc la réponse, c'était de se structurer et d'avoir une action sur la rue. Des manifestations qu'on a tenues, des rassemblements, mais pas que. On a aussi tenu une soirée culturelle, on a animé lors de projections de cinéma, entre autres le film de Roland Durier, Gala Gaza, où il y a eu des débats. Et là, c'est un nouveau format. C'est une première pour notre collectif, qui s'incarne à travers une conférence. Et on a invité Pierre Stamboul. Alors Pierre Stamboul, c'est le porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Alors là, je le laisserai présenter son association. Mais Pierre Stamboul, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a aussi à son actif plusieurs ouvrages, dont le sionisme en question, contre l'antisémitisme et pour les droits du peuple palestinien, la Nakba ne sera jamais légitime, Israël-Palestine, du refus d'être complice à l'engagement, Chronique de Gaza, coécrit avec son épouse, Sarah. Alors, comment va s'articuler la soirée? Alors, dans un premier temps, Pierre prendra la parole pendant 1 heure, où il va justement intervenir sur qui est en même temps le titre de son prochain livre, du projet sioniste au génocide à Gaza. Suite à ça, il y aura un échange de vive voix avec le public. Et ceux qui ont du mal avec ça, on fera distribuer des petits papiers pour poser vos questions. Ensuite, on finira la discussion autour d'un buffet qui est présenté là-bas sur place. Alors, je tiens à porter à votre connaissance, il y a des livres qui sont à votre disposition, il y a de l'info, et il y a les livres aussi de Pierre Stamboul. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Pierre. Bonsoir, est-ce qu'on m'entend bien là comme ça? Oui? Ouais, comme ça c'est mieux. Donc, Mabrouk a un petit peu tout dit, je vais quand même présenter un petit peu l'UJFP et me présenter moi-même. L'Union juive française pour la paix, on existe depuis 30 ans maintenant, 1994. Au début, sur un mot d'ordre assez défensif, pas de crime en notre nom. Et puis assez vite, les mots qu'il faut mettre sur cette guerre, crime de guerre, crime contre l'humanité, colonisation, aujourd'hui génocide, suprémacisme, racisme, nous ont fait assez rapidement évoluer. Nous appartenons à BDS France, boycott des investissements sanctions contre l'État d'Israël, et pour nous un boycott total, donc, y compris bien sûr le boycott des matchs de football, puisque c'est d'actualité. Nous sommes une association juive antisioniste. Nous sommes antisionistes, pas bien que juifs, mais parce que juifs. Parce que c'est un peu ce que je vais essayer d'expliquer ce soir. Le sionisme, c'est bien sûr avant tout un crime contre les Palestiniens. Mais pour nous, juifs, c'est une injure à notre histoire, à notre mémoire, à notre identité. Et en plus, c'est pas seulement une idéologie criminelle, c'est une idéologie suicidaire. Je me présente, l'UJFP est aussi une association antiraciste, mais nous ne faisons pas de l'antisémitisme, qui est notre histoire intime, je l'ai un peu expliqué pour moi, un racisme à part. Nous dénonçons le racisme sous toutes ses formes, que ce soit le racisme contre les Noirs, contre les Arabes, contre les Roms, contre les musulmans ou contre les Juifs. En ce qui me concerne, je suis professeur à la retraite, pas d'histoire, de maths. J'ai été plusieurs fois en Palestine et en particulier 2 fois à Gaza, et je parlerai assez fortement de Gaza à la fin de mon intervention. Je suis issu d'une famille venue d'un pays qui n'existe plus, la Bessarabie,
qui est partagée aujourd'hui entre Moldavie et Ukraine. Mes parents ont été résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale dans la MOI, la main-d'œuvre immigrée, qui était le bras armé des étrangers du Parti communiste. Et ma mère a été la seule rescapée d'une famille exterminée qui était restée en Europe orientale. Et mon père, le seul survivant des 67 membres du groupe Manouchian qui ont été arrêtés en novembre 1943. Il a été torturé et arrêté par la police française, ne l'oublions jamais, livré à la Gestapo et déporté à Buchenwald, et il est revenu, sinon je n'existerais pas. Alors, je vais passer cette conférence, toute la première partie, à essayer de déconstruire tout un discours et toute une propagande officielle, parce que je crois que c'est absolument nécessaire, ne serait-ce que là, en arrivant ici, j'ai eu la tête pleine de conneries racontées par la radio sur attentat antisémite à Amsterdam, on est en plein délire, ou pogrom à Amsterdam, on est en plein délire. Je précise que mes deux grands-mères ont été des survivantes d'un vrai pogrom, qui était celui de Kishinev, et donc comparer ce qui s'est passé en 1903 à Kishinev et ce qui s'est passé à Amsterdam, c'est du délire total. Alors, parmi ces idées reçues qui sont fausses, la première, c'est les sionistes ont toujours avancé l'idée nous avons été chassés de chez nous il y a 2000 ans et grâce au sionisme, les juifs rentrent chez eux. Cette idée est absurde. La Bible est un livre religieux, la Bible hébraïque, mais ce n'est pas un livre d'histoire. Donc il y a toute une série de choses qui ont été racontées mais qui ne correspondent pas à ce que dit l'histoire, en particulier la Palestine, parce que c'était une terre de passage entre l'Égypte et la Mésopotamie, a toujours été une terre de mélange. Les Hébreux étaient un peuple autochtone, donc ils ne sont pas arrivés de Mésopotamie, ils n'ont pas été en Égypte, ils n'en sont ni rentrés ni sortis, c'était un peuple autochtone, et en particulier dans le récit dont se servent aujourd'hui les sionistes, il y a le livre de Josué. Josué va dans toutes les villes, il y a des impies, il faut les massacrer, mais il y en a toujours un petit peu plus, et c'est le livre de chevet des colons de la Cisjordanie. En histoire, ça correspond strictement à rien. Les Hébreux étaient un peuple autochtone, ils ne se sont pas conquis eux-mêmes, les trompettes n'ont pas sonné à Jéricho, et cette histoire-là, elle est dans le livre, ce n'est pas un livre d'histoire. De la même façon, le sionisme dit nous reconstituons le royaume unifié de David et Salomon, et ça va au point qu'à Jérusalem, aujourd'hui dans le quartier de Silouane, les sionistes ont décidé que le roi David avait vécu là, et donc on construit le parc du roi David, la maison du roi David, le musée du roi David. On a déjà expulsé plusieurs milliers de Palestiniens du quartier de Silouane. À l'époque présumée du roi David, Jérusalem était un petit village de 200 ou 300 habitants. Donc le roi David, le roi Salomon, le grand temple, vous pouvez oublier, c'est dans le livre, mais ce n'est pas de l'histoire. Beaucoup plus important, les sionistes disent, quand l'empereur Titus, en 70 après Jésus-Christ, prend Jérusalem, des centaines de milliers, des millions, disent-ils, de juifs sont expulsés, se seraient répandus partout dans le monde méditerranéen et au-delà, et les juifs d'aujourd'hui seraient leurs descendants, qui rentreraient chez eux. Vous voyez que, alors je suis 100% juif, aussi loin que je puisse remonter des deux côtés pour mes parents, je n'ai pas le type proche-oriental, donc non, les juifs sont de façon très majoritaire des descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions, et les descendants des Judéens de l'Antiquité sont très majoritairement les Palestiniens, qui le savent d'ailleurs très bien, et qui ont toujours été, pendant 15 siècles, les gardiens des lieux saints des trois religions monothéistes, et la Palestine a été tour à tour juive, chrétienne, musulmane, puis les trois à la fois. Il y aura pendant plus d'un millénaire en Palestine environ 80% de musulmans de rite sunnite, 10 à 15% de chrétiens, environ 5% de juifs. Ces trois religions vivant relativement en bonne entente, et cette bonne entente va durer jusqu'à l'arrivée du sionisme. Et la Shahid raconte que son grand-père était maire de Jérusalem à la fin de l'Empire ottoman, et que dans la municipalité de Jérusalem, les trois religions vivaient en bonne entente pour gérer les affaires religieuses de la ville. Donc cette idée-là de l'exil et du retour,
qui est à la base de la pseudo-justification du sionisme. Elle ne repose absolument sur rien. Probablement les Ashkénazes, donc les juifs européens dont je suis, ont des origines diverses venant des juifs qui étaient dans l'Empire romain, dans la vallée du Rhin, et probablement aussi de l'Empire khazar, qui était un empire turco-slave entre mer Caspienne et mer Noire. Et les juifs du Maghreb sont tout simplement des berbères judaïsés qui étaient là avant l'arrivée des Arabes. Et en ce qui concerne les juifs orientaux, probablement des descendants de populations qui ont été converties dans l'est de l'Empire romain. Il y a même eu des royaumes juifs au Yémen, il y a eu des royaumes, et c'était des Arabes, il y a eu des royaumes juifs au Kurdistan, c'était des Kurdes. Donc voilà, cette idée que nous serions un peuple race, parce que c'était ça qu'il y avait dans l'idée de Theodor Herzl, c'est une idée inventée. Parmi les idées fausses qu'il faut éliminer, il y a aussi l'idée que c'est la religion juive qui explique aujourd'hui ce qui se passe. Non. Alors même si je ne suis pas croyant, je suis arrière-petit-fils de rabbin quand même, la religion juive a été historiquement une religion messianique. C'est-à-dire que il est dit, les juifs sont punis par Dieu, ils sont en exil, ça se dit galout en hébreu, et tant que le Messie n'est pas arrivé, ils sont punis et ils n'ont pas le droit de retourner sur cette terre. Donc pour les juifs religieux, il était interdit de retourner en Terre Sainte avant l'arrivée du Messie. Le peuple élu, ça voulait dire celui qui avait le plus de devoirs et pas celui qui avait le plus de droits. L'an prochain, à Jérusalem, ça voulait dire nos pensées vont vers Jérusalem, comme celles des musulmans vont vers la Mecque. Ça ne voulait pas dire je vais à Jérusalem, j'y fais un État et au-delà que je m'y mette. Et la langue hébreu, la langue hébraïque, était réservée à la synagogue, elle a été interdite comme langue profane. Il y avait des langues juives qui étaient le ladino pour les descendants des juifs chassés d'Espagne, le judéo-arabe pour les juifs du Maghreb, le yiddish qui était la langue maternelle de ma mère pour les juifs d'Europe orientale, mais ce n'était pas l'hébreu c'était à la synagogue. Donc on peut se poser la question pourquoi aujourd'hui on a une religion fasciste, il faut employer des véritables mots en Israël. Je dirais que c'est le colonialisme qui a transformé majoritairement la religion, c'est pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu le colonialisme, et en particulier la conquête de la Cisjordanie en 1967, c'est historiquement le moment où la petite minorité qui était à la fois religieuse et sioniste, c'est-à-dire qui disait en gros que l'Israël c'est le Messie, devient majoritaire dans la religion juive. Jusque-là, elle était minoritaire, voire extrêmement minoritaire. Mais ce n'est pas la religion qui explique aujourd'hui la situation actuelle. Je vais parler de l'antisémitisme, parce qu'en ce moment, on bazarde ça à toute allure, et on raconte absolument n'importe quoi. Alors on le raconte parce qu'on identifie l'antisémitisme à ce que j'ai décrit sur mon histoire familiale, à Auschwitz, au camp d'extermination, au génocide nazi. Non. Il y a plusieurs phases qui n'ont strictement rien à voir dans la haine des Juifs. D'abord, la première phase, c'est ce qu'on appelle l'antijudaïsme chrétien. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans la tête que la haine des Juifs, c'est l'Europe et c'est les chrétiens. Ce n'est pas les Arabes et ce n'est pas les musulmans. C'est-à-dire que pendant plus d'un millénaire, la religion chrétienne, quand elle devient religion d'État, à la fin de l'Empire romain, donc 4e, 5e siècle, jusque-là, la religion juive a été une religion prosélyte, c'est-à-dire que la majorité des juifs de l'époque sont des convertis, et c'était une religion concurrente du christianisme. Et le christianisme, quand il l'emporte, il va prendre des mesures contre son concurrent, contre ses concurrents, parce qu'il y avait d'autres religions qui étaient en concurrence à l'époque, le culte d'Isis, le culte de Mitra, etc. Et donc les mesures qui vont être prises contre les juifs, ça va être un assez grand nombre de stéréotypes racistes, des crimes rituels, la volonté de dominer le monde. On va enfermer les juifs dans des quartiers réservés qui plus tard prendront le nom de Juderia en Espagne ou de ghetto du nom d'un quartier de Venise en Europe. On va interdire aux juifs ce qui était le métier principal pendant plus d'un millénaire dans le monde, qui était la possession de la terre. Il faut savoir que dans le monde chrétien,
les juifs n'auront pas le droit de posséder la terre. Le pire des stéréotypes racistes contre eux, ça va être l'accusation d'un peuple déicide, et cette accusation ne sera supprimée qu'en 1965, au Concile Vatican II. Et ça va très rapidement prendre des allures. On va surtout interdire aux chrétiens un certain nombre de métiers, le métier de l'usure, le métier de la banque, qu'on va donner aux juifs, ce qui va évidemment augmenter leur impopularité au niveau de la population. Et à partir de l'an 1000, commence toute une série d'expulsions. Il y a déjà eu des expulsions avant, les Visigoths, les Francs ont expulsé les Juifs à plusieurs reprises, mais les grandes expulsions vont commencer vers le 11, 12, 13e siècle. Les rois de France, Saint-Louis, Philippe le Bel, etc., vont expulser les Juifs, au point qu'il y aura quasiment plus de Juifs en France au moment de la Révolution française. Il y en aura juste dans les régions périphériques récemment annexées, comme l'Alsace ou Avignon, ou Bayonne, ou Perpignan. Mais ces expulsions vont avoir lieu un petit peu partout, vont commencer un assez grand nombre de massacres. Donc les massacres emblématiques, la première croisade avant d'aller exterminer les infidèles musulmans en Proche-Orient, va commencer à se faire la main sur les Juifs de la vallée du Rhin. À Strasbourg, en 1349, on brûle 2000 Juifs accusés de propager la peste noire. Et les grands moments emblématiques de l'antijudaïsme chrétien, c'est l'Espagne, où probablement 5 à 10% de la population était juive. Ils vont être massacrés, forcés de s'exiler ou forcés de se convertir. Il y a probablement un assez grand nombre d'Espagnols qui ont des origines juives, origines converties. Les Espagnols vont même persécuter les Juifs convertis au christianisme, mais qu'on soupçonnait de judaïser en silence. Ils vont inventer la limpieza de sangre, la pureté du sang, 5 siècles avant Hitler, c'est quelque chose de très fort. Dans l'antijudaïsme chrétien, il y a également les grands massacres qui ont lieu en Ukraine, au XVIIe siècle, probablement 150 000 morts faits par les troupes du cosaque Khmelnytsky. Et puis la deuxième phase de ça, c'est l'antisémitisme racial. Ça, c'est le XIXe siècle. Il y a plusieurs raisons. Il y a l'éclatement des grands empires en Europe, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman. Et il y a toute une série de nationalismes qui vont naître et qui vont propager l'idée meurtrière de l'État ethniquement pur, idée que les sionistes vont copier. Et pour faire des États ethniquement purs, il y avait bien des territoires où la majorité de la population était polonaise ou serbe. Ça avait un sens, le nationalisme serbe ou polonais ou croate, tout ce qu'on veut. Mais les Juifs, en Europe, il n'y avait aucun endroit où ils formaient plus de 10% de la population. Ces nationalismes-là vont tous prôner l'État ethniquement pur et vont tous être antisémites. Et puis dans ce 19e siècle, il y a la responsabilité monstrueuse des intellectuels, et on la retrouve aujourd'hui, qui à un moment où l'Europe domine le monde, il n'est pas question de partager les richesses. Donc on va inventer le concept meurtrier de la race. Les races, ça n'existe pas, on est tous des humains. Et pour les antisémites, pour les racistes, les races inférieures seront dans le monde dominé les Noirs, les Arabes et les Indiens. Et dans l'Europe, ce seront les Juifs et les Tziganes. Et donc cet antisémitisme racial va devenir dominant à la fin du XIXe siècle, pas seulement dans le pays où il y a le plus grand nombre de Juifs, qui est l'Empire russe, où probablement 60% des Juifs du monde entier vivent dans l'Empire russe, mais même en Europe occidentale. En France, on connaît bien sûr l'affaire Dreyfus, où la moitié de la population se révèle farouchement antisémite, mais ce racisme-là gagne l'Allemagne, Vienne, où vivent 300 000 Juifs, aura un maire antisémite pendant 15 ans, et de nombreux pays sont gagnés par cette situation-là. Et c'est là que je t'ai parlé un petit peu, je ne parle pas de ces deux formes de la haine des Juifs, anti-judaïsme chrétien, antisémitisme racial, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Ce qui se passe aujourd'hui, j'en parlerai un petit peu après, Edgar Morin l'appelle l'anti-israélisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sûr ce que les Israéliens font aux Palestiniens, qu'un certain nombre de confusions vont causer la haine des Juifs. Alors je vous le dis tout de suite, si vous confondez Juifs et Israéliens, vous tirez un coup de poignard dans le dos des Palestiniens, d'accord ?
parce que c'est évidemment ce que les sionistes souhaitent. Mais voilà, c'est évidemment pas pareil, et c'est évidemment, je vais le dire autrement, les dirigeants israéliens ne sont pas les descendants des victimes du génocide nazi, ils sont les descendants des collabos, et ils doivent être traités comme ça, et ça n'a rien à voir avec l'histoire du judaïsme. Alors je vais un peu expliquer dans quelle situation le sionisme va apparaître. On est à la fin du 19e siècle, je vous ai dit 60% des juifs du monde entier vivent dans un seul pays, qui est l'Empire russe. L'antisémitisme est devenu en Russie une politique officielle. À partir de 1881, le régime tsariste organise des pogroms, donc des massacres. Qu'est-ce que c'est qu'un pogrom? C'est un massacre organisé par la police, avec le soutien des éléments les plus radicaux au sens raciste du terme de la population. Et il va y avoir un assez grand nombre de pogroms organisés. Le résultat de ce qui se passe dans l'Empire russe, ça va être d'abord l'émigration de 2 à 3 millions de juifs qui partent vers l'ouest, essentiellement vers les États-Unis, mais une partie vers l'Europe occidentale. En tout cas, les juifs des États-Unis sont principalement les descendants de ceux qui fuient l'Empire russe à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et puis la religion juive, je vous l'ai expliqué, c'est une religion qui dit « tant que le Messie n'est pas arrivé, nous sommes punis ». Donc les rabbins vont dire on ne se révolte pas contre les pogromistes parce qu'on est puni par Dieu. Un très grand nombre de juifs vont refuser cette situation. Je suis un peu leur héritier, et vont abandonner la religion et vont considérer que leur lutte pour leur émancipation passe par l'émancipation de l'humanité. Et vous allez retrouver un très grand nombre de juifs dans tous les partis progressistes, révolutionnaires. On en trouvera chez les bolcheviks, chez les mencheviks, chez les socialistes révolutionnaires, chez les sociodémocrates, chez les anarchistes. Mais ces juifs-là, quelque part, considèrent que leur question va être réglée par la révolution. C'est un petit peu, mais ils représentent une force extrêmement importante. À l'ouest de l'Europe, en Allemagne et en France et en Grande-Bretagne, un certain nombre de juifs ont acquis des droits, ont acquis une forme de citoyenneté, mais il continue à y avoir de la discrimination. Et eux, leur but principal, c'est qu'il n'y ait plus les discriminations, et c'est qu'ils obtiennent l'égalité totale des droits là où ils vivent. Donc on a et puis les religieux, qui restent quand même en nombre non négligeable, pour eux, ils sont dans leurs livres, ils sont dans leurs écoles. Pour eux, le Messie n'est pas arrivé, et donc nous sommes toujours punis. Et donc ça fait 3 forces qui vont être contre le sionisme. Les juifs révolutionnaires, parce qu'ils veulent l'égalité sur place, les juifs religieux, parce que le Messie n'est pas arrivé, et les juifs assimilationnistes, parce qu'ils veulent l'égalité des droits. Le sionisme naît dans la bourgeoisie juive austro-hongroise. Théodore Herzl était né à Budapest, mais il a grandi surtout à Vienne. C'était un parti de la bourgeoisie. Il y avait, je vous ai parlé des juifs révolutionnaires, il y aura même en Europe orientale un parti révolutionnaire juif, le Bund, qui prenait l'autonomie culturelle sur place, donc il sera lui aussi antisioniste, et qui disait le sionisme c'est le parti de la bourgeoisie. Alors je vous enlève tout de suite un certain nombre d'idées fausses qu'on aurait à avoir. Est-ce que le sionisme est une réaction à l'antisémitisme? Oui, mais c'est la pire des réactions. C'est-à-dire que Théodore Herzl et ceux qui vont suivre disent l'antisémitisme est inéluctable, il y a une seule façon de régler le problème, c'est qu'on s'en aille et qu'on forme un État juif. Je fais une comparaison. Prenons dans la situation actuelle de l'Europe, les Roms, les Tziganes. Il n'y a pas plus discriminé qu'eux. Il n'y a pas une population encore pire que ce que subissent les Noirs et les Arabes ici. Les stéréotypes, les violences policières et tout, c'est sans arrêt. Imaginons qu'il y ait des intellectuels tziganes qui disent la seule solution, c'est de faire un État. Ils feraient un congrès, à Bâle, au hasard, et ils décideraient est-ce qu'on fait un État en Roumanie ou en Inde. On comprend bien que dans tous les cas, c'est la guerre. C'est-à-dire qu'à la base, l'idée du sionisme, qui était la seule solution
c'est de se séparer de l'humanité, c'est une idée meurtrière. Et donc le sionisme, vous devez comprendre, au départ, avant tout, c'est une théorie de la séparation. C'est une théorie qui dit le vivre ensemble est impossible, et la seule solution, c'est on s'en va et on fait un État. Alors si on s'en va et qu'on fait un État, on le met où? Au tout début, ils se sont dit on va peut-être le mettre en Ouganda, en Argentine, à Madagascar et tout. Et puis très rapidement, ils choisissent la Palestine en se disant on va avoir l'appui des religieux. L'appui des religieux, ils l'auront 60 ans après. C'est-à-dire qu'au tout début, les religieux sont fortement contre ça. Quand Theodor Herzl veut faire le congrès fondateur du sionisme à Munich, il y a l'opposition de 94 rabbins allemands sur 96 qui signent une pétition commune contre ce qu'ils appellent la folie sioniste. Et le congrès fondateur aura lieu à Bâle, en Suisse. Donc cette théorie de la séparation va tout de suite dire, il nous faut un pays, c'est la Palestine, sauf que la Palestine, ils vont d'abord dire que c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est-à-dire que le sionisme est dès le départ négationniste de l'existence, de l'égalité, de la dignité et des droits du peuple palestinien. Alors, il y en a bien quelques-uns, plus tard, Ben Gurion dira, ces faits-là qui habitent là-bas sont probablement les descendants des Hébreux, il n'avait pas tort, donc ils vont accepter le sionisme, et là, il n'avait évidemment rien compris à la question coloniale. Le sionisme va être d'entrée un colonialisme, mais ce n'est pas comme le colonialisme français en Algérie ou le colonialisme britannique en Inde. C'est un colonialisme de remplacement. Il ne vise pas à exploiter le peuple indigène, il vise à l'expulser et à le remplacer. Le sionisme va être aussi un nationalisme. Ils ont même prétendu qu'ils étaient une idéologie de libération nationale, mais c'est un drôle de nationalisme, parce que c'est un nationalisme qui a inventé le peuple, la langue et la terre. Peuple juif, c'est une notion religieuse, mais si on entend par peuple une unité d'origine, de culture, de langue, dire que j'appartiens au même peuple qu'un juif yéménite, ça n'a aucun sens, c'est une construction historique. La langue, je vous ai dit, il y avait des langues juives, le ladino, le yiddish, le judéo-arabe, c'était pas l'hébreu. Ils ont réinventé une langue à partir de la langue religieuse. Et la terre, je l'ai dit aussi, pour les juifs religieux, il était interdit de retourner là-bas avant l'arrivée du Messie. Et pour les juifs laïcs, on se battait pour l'émancipation sur place. Donc ils ont tout inventé. Et alors surtout, par rapport au débat foireux qu'on a aujourd'hui, le couple infernal, c'est pas antisionisme, antisémitisme. Le couple infernal, c'est sionisme, antisémitisme. C'est-à-dire que dès le début, sionistes et antisémites sont d'accord sur l'essentiel. Il y aura 6 années d'exception, c'est les 6 années 1939-1945, les années de l'extermination. Mais sinon, en 120 ans, sionistes et antisémites sont d'accord sur l'essentiel. Les juifs doivent quitter l'Europe et partir ailleurs. Et Theodor Herzl, dès le début, il s'adresse à tous les antisémites de son époque. Édouard Drummond, qui était le chef des antisémites au moment de l'affaire Dreyfus, il avait lu le livre de Herzl, L'État des Juifs, et il écrira dans son torchon La France juive, il écrira « Ce monsieur fait notre bonheur en faisant le sien ». Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, que Herzl accompagnera dans un voyage en Palestine, quand il apprend qu'il y a un congrès sioniste en préparation, il dit à son ministre de l'Intérieur « Ne mettez aucun obstacle à quelqu'un qui veut nous débarrasser des Juifs ». Et Plévé, le ministre du Tsar qui avait organisé les pogroms, dont celui de Kishinev, donc deux grands-mères sont des rescapés, il avait reçu Herzl en 1903, et les deux hommes étaient d'accord sur le fait que tout devait être fait pour que les Juifs russes quittent l'Empire russe, et Plévé ira intercéder auprès du sultan ottoman pour favoriser l'entreprise sioniste. Et parmi les antisémites qui vont jouer un rôle fondamental dans l'essor du sionisme, il y a ceux qui sont en plein d'actualité, surtout avec l'élection de Trump, ce sont les chrétiens sionistes. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Dans le protestantisme anglais, dès le XVIe siècle, la Bible est traduite en anglais, et parmi les Britanniques qui vont partir coloniser les nouvelles colonies, donc les États-Unis, le Canada, puis plus tard l'Australie ou l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de religieux ou de dissidents religieux.
Et ces chrétiens sionistes, ils apparaissent dès le XVIIe siècle. Cromwell sera un chrétien sioniste.